Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes toute cette semaine accompagnés du pasteur Werner Lehmann. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle, merci beaucoup de votre accueil. Vous survivez bien à la semaine, c'est super. Ça a l'air de bien se passer. Je souffre, mais ça va. En silence. C'est vrai qu'on n'est pas... Mais Evelyne est partie, donc vous vous retrouverez en plus seule Suisse sur ce plateau. Ça va aller? Mais ça va très bien aller. Ok, super. Par la foi. J'ai beaucoup de plaisir d'être au milieu de vous. Mais la prochaine fois, on espère recevoir aussi votre femme, Mado, qui a l'air formidable. On espère la recevoir une prochaine fois. Vous lui direz à quel point c'était super de venir avec nous. Et puis c'est sûr, elle va vouloir venir, sans aucun doute. Non, elle va venir avec moi au Canada, parce qu'elle a son frère qui est au Canada. Ah, waouh. Donc, dès qu'on aura l'opportunité, mais ce ne sera probablement pas le printemps prochain, soit peut-être à l'automne, soit peut-être le printemps suivant. Donc, Mado, on vous attend sur le plateau de Paroles de femmes. Yes. Le fauteuil est libre pour vous. Voilà, le message est passé. On poursuit notre série sur faire l'équilibre entre le naturel et le spirituel. Hier, on a parlé de la sexualité. En début de semaine, on a parlé de façon plus générale que le naturel n'était surtout pas à confondre avec le charnel, que le charnel va venir détruire notre relation avec Dieu, va venir tout simplement nous détruire. Mais par contre, le naturel, on est appelé à vivre et à jongler, à équilibrer notre vie de cette façon-là, de vivre une vie en abondance, pas une vie, comme vous avez dit, pasteur, tout est triqué, toute restreinte, où finalement on regarde à droite et à gauche, on a le droit de rien faire. Non, Jésus est venu de donner la vie en abondance. Et puis on a parlé aussi des relations de couple, des besoins fondamentaux de l'homme et de la femme. Et puis aujourd'hui, on va parler encore de ces besoins, mais de la manière dont on peut les exprimer et la manière dont on veut aussi les recevoir. On va parler des langages de l'amour. Et oui, je sais, vous vous dites, ah, mais on a déjà parlé des langages de l'amour avec Audrey Mac, mais aujourd'hui, on va en reparler parce que c'est un sujet relativement vaste et qu'en plus, aujourd'hui, nous avons le bonheur d'avoir un homme qui va pouvoir nous donner son point de vue. Donc, c'est très instructif. Exactement. Tout ce que votre mari n'a jamais réussi à vous dire, il va vous le dire aujourd'hui, mesdames. Donc, on va parler de ces fameux réservoirs affectifs. Un réservoir, par définition, c'est soit plein, soit vide. Ou soit à moitié plein. Oui, voilà. Bon, après, j'ai tout ça l'idée pour dire que ça doit se remplir ou ça se vide. Je crois que c'est un domaine hyper important, parce que nous sommes des êtres émotionnels, et nous sommes des êtres affectifs. Je pense que ce que le docteur Chapman a écrit avec ses langages d'amour est quelque chose qui était quand même une révélation pour beaucoup de gens, parce que il y a notre langage verbal où on peut parler des langues différentes, mais il y a tous ces langages affectifs et on n'avait pas jusque-là quand même relativement peu compris l'importance de ces langages où l'un n'a pas le même langage que l'autre. Et le docteur Chapman mentionne ces 5 langages affectifs qui sont les paroles valorisantes. Il y a des gens qui vont se sentir aimés si vous les valorisez, si vous leur dites qu'ils sont géniaux, que vous soulignez les aspects positifs de leur vie, ça va leur aider à grandir et ils vont devenir encore plus géniaux. Et je pense que beaucoup d'hommes sont paroles valorisantes. Et si la personne qui est parole valorisante est dénigrée ou on souligne les aspects négatifs, ça va totalement le casser et il ne va pas pouvoir se développer et rentrer dans son plein potentiel. Ça ne veut pas dire que la femme n'est pas parole valorisante, mais c'est important de découvrir. Je pense qu'on n'est pas obligé de s'enfermer dans un de ces 5 langages affectifs. La réalité, c'est que dans nos vies, normalement, il y a quelque chose de ces 5 langages affectifs. Je vais peut-être juste les mentionner, puis je développe un tout petit peu, puis je vous laisse intervenir à votre guise. Donc, il y avait le fait des paroles valorisantes, où on parle positivement de l'autre, on l'encourage, on souligne ce qu'il a bien fait, on lui dit qu'il est un champion, une championne, etc. Il y a le fait d'avoir des temps de service rendu, où on aide l'autre. Il y a des gens qui vont se sentir aimés parce que vous aidez. Et la difficulté qui est la nôtre, c'est qu'habituellement, on parle à l'autre à partir de son langage à soi. Et si vous êtes service rendu, vous êtes tout le temps en train d'aider quelqu'un d'autre. Si vous êtes un homme, vous avez probablement aidé à déménager tel copain, puis encore tel copain qui veut bricoler quelque chose, etc. Vous êtes toujours en train à aider parce que ça, c'est votre langage affectif. Vous voulez aider. Mais la personne avec laquelle vous vivez, votre conjoint, vos enfants, ne parle pas forcément le même langage que vous et ont d'autres besoins. Donc, le deuxième langage, c'est service rendu. Le troisième langage, c'est les temps de qualité.
Il y a des gens qui vont se sentir aimés parce qu'on prend du temps avec eux, on s'assied avec eux, on leur permet de parler. Et beaucoup d'hommes pensent qu'ils ont l'écoute nécessaire, mais la réalité, c'est qu'ils rentrent du travail, ils se mettent dans leur fauteuil, ils regardent la télévision, puis l'épouse veut raconter quelque chose, mais en fait, ils sont en train de regarder la télévision, ils n'écoutent pas. Et ça, pour quelqu'un qui est tant de qualité, c'est mauvais. Il va dire, mais il n'a rien à faire de ce que moi j'ai vécu, de ma journée, de ma situation. Moi, j'aurais besoin de pouvoir dire, j'ai besoin de pouvoir partager. Et je crois que c'est important. Moi, j'ai une épouse qui a besoin de dire. Elle a besoin de s'exprimer. Quand elle a pu dire, elle est déchargée, etc. Quand je suis absent une semaine, ce qui m'arrive assez souvent parce que je suis en voyage à gauche et à droite, quand je reviens, souvent elle me dit « mais quelle horreur, il y a ça, ça, ça ». Puis rien que la voiture, en rentrant de l'aéroport, elle m'a raconté toute l'histoire, tout ce qui s'est passé. Puis une fois qu'elle me l'a dit, elle m'a dit « mais finalement, c'est pas grave ». J'ai dit « ben non, il n'y a rien de grave, c'est des choses normales ». Mais tout à coup, le fait de ne pas avoir pu en parler, ça, c'est venu comme la charger, etc. Ça a mis un poids dans sa vie. Donc je crois que c'est important de pouvoir... Il faut découvrir quel est le besoin. Ensuite, on a le fait du toucher physique. Il y a des gens qui vont se sentir aimés quand vous les touchez physiquement. C'est ces gens qui vous donnent la main, puis qui vous la tiennent longtemps, puis qui vous secouent la main, ou qui aimeraient que vous les preniez dans les bras, puis que vous leur fassiez un petit hug, parce qu'ils sont touchés physiques. Et normalement, c'est intéressant à voir, plus vous allez vers le sud, oui, vers l'hémisphère sud, plus les gens, quand ils se causent, ils parlent fort, ils se tiennent très proches l'un de l'autre, mais ils cherchent la connexion. Plus vous allez vers le nord, plus la distance, même pour se parler, elle change. Moi, je connais des gens du Nord qui se comportent comme des gens du Sud. Ça, c'est possible. Je crois que c'est une généralité. Ça ne veut pas dire que c'est absolument pour tout le monde comme ça. Donc, il y a des gens qui vont se sentir aimés parce que vous les touchez, parce que vous leur faites une tape dans le dos, etc. Ils ont besoin de Elle a l'air violente, votre tape. Dans le dos. Ça, c'est pas de l'amour. Et puis, le dernier de ces 5, c'est les cadeaux. Les cadeaux. Donc, le fait d'offrir un présent. Alors, on parle de la difficulté qu'il y a dans ces langages affectifs, c'est qu'on pense que notre langage est celui de l'autre. Et c'est une problématique dans le couple, c'est une problématique dans la famille. La plupart des parents, ils ont dit, nous, on était égaux avec tous nos enfants, on a eu le même comportement, le même barème pour tout le monde. Et parmi ces mêmes enfants qui ont vécu dans le même contexte familial, l'un va dire, mes parents étaient géniaux, et l'autre va dire, mes parents, ils ne m'ont jamais aimé. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas rejoints, on n'a pas veillé à dire, tiens, quel est le langage de cet enfant-là et quel est le langage de cet enfant-là? Je prends un exemple très concret. Mon épouse est assez cadeau et toucher physique. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Surtout au début du mariage, quand il n'y avait pas, etc., elle venait toujours avec un grand cadeau, parce que c'était son plaisir de m'offrir un cadeau, parce qu'elle, c'est son langage. Puis moi, je ne suis pas spécialement cadeau, je ne méprise pas le fait qu'on m'offre quelque chose, mais ça ne me fait pas grimper, haut les rideaux. Comme on dit, j'ai passé l'expression qu'on utilise au Canada, mais pour elle, et puis moi je prenais son cadeau à papa, qu'elle m'offrait des fois un grand lapin comme ça, en chocolat, je prends ça, je vais poser sur le meuble à côté, puis elle me dit, c'est tout ce que ça te fait. Ben oui, elle me dit, mais moi je pensais que t'allais ouvrir ce cadeau, qu'on allait manger un bout de chocolat ensemble, parce qu'il y avait une attente, parce que ça correspondait à quelque chose pour elle, mais pour moi c'était assez secondaire. C'était gentil, quoi. C'est sympa, merci beaucoup, un petit bisou, mais ça s'arrête là. Et puis on découvre peu à peu que, par contre, il y a une chose que mon épouse a fait, et je pense qu'elle est responsable, dans le bon sens du terme, de ce que je suis devenu. Parce que bien avant qu'on entende parler des langages affectifs, elle a toujours été une personne qui m'a encouragé. Alors qu'on n'était pas encore dans le ministère, j'avais une ferme, j'avais aussi un garage, je réparais mes machines, j'ai construit des machines, etc. J'ai appris un petit peu à tout faire. Elle m'a toujours encouragé, trouvé génial. Et je pense que j'ai un côté parole valorisante. Et le fait qu'elle me disait que ce que je faisais était bien, bon, je n'avais pas le sentiment que c'était pas spécial ou que c'était particulièrement génial, mais elle le trouvait de cette manière-là. Et bien avant qu'on entende parler de ces langages affectifs, c'est quelque chose qui m'a construit, c'est quelque chose qui m'a aidé à grandir, qui a aidé à me développer. Et si j'avais eu quelqu'un qui, au contraire, m'a dit, de toute façon, ça vaut rien, de toute façon, c'est nul ce que tu fais, ça sert à rien, etc., ça vous casse et vous ne pouvez pas progresser dans la vie. Donc, cette question du langage affectif est très, très importante. Et comment on fait, du coup, pour identifier notre langage et le langage de l'autre? Comment on peut se dire, parce que
Voilà, Vous savez, est-ce que ça me fait plaisir quand je reçois un lapin au chocolat? C'est la question à se poser. Moi, je crois qu'il faut écouter un tout petit peu le reproche qu'on fait parfois à l'autre. Si tu lui dis de toute façon, tu n'as jamais le temps pour moi, Ah, là, moment de qualité. c'est probablement parce que l'autre aimerait avoir du temps de qualité. Mais l'autre n'a pas le temps parce qu'il est peut-être service rendu. Donc, il est toujours actif, toujours en train de faire. Et je me rappelle que le Dr Chapman, dans son livre « Les langages de l'amour », mentionne d'un couple qui est venu le voir. Et la femme disait, moi, je n'ai pas un bon mari, c'est pas un mari comme ça que j'aurais aimé avoir. Ils avaient plus de 20 ans de mariage. Et puis, il parlait de séparation. Et puis, le Dr Chapman lui a dit, mais idéalement, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme mari? Il dit à la femme, j'aurais aimé avoir un mari qui a du temps de qualité. Ce mari était service rendu. Il en faisait beaucoup plus que la moyenne des maris. Il faisait la cuisine, il faisait le repassage, il nettoyait la maison, il aidait tout ce qu'il pouvait aider, parce que c'était son langage à lui. Mais elle, ça ne la rejoignait pas forcément. Elle disait, j'ai jamais pu lui recoudre un bouton à sa chemise, parce que c'était un bouton qui manque, c'est lui qui le recoud avant que j'aie le temps de le voir, etc. Donc il était très, très actif, très, très bien intentionné, mais elle avait un autre besoin, et son besoin à elle n'était pas rejointe. Donc, à un moment donné, elle disait, mais c'est pas le mari que je voulais avoir, il est tout actif, il est tout le temps vouloir m'aider partout. Moi, je ne demande pas tant que ça. Beaucoup de femmes seraient heureuses d'avoir un mari comme ça. Ouais, c'est sûr. Hein? Mais je crois que ce que l'autre nous reproche, ou de toute façon, tu es toujours négative avec moi, ça veut probablement dire que l'autre aimerait être encouragé à avoir des paroles valorisantes. Donc, je crois qu'il faut écouter un tout petit peu, ou le garçon, ou l'enfant qui à la maison dit, de toute façon, je dois toujours faire mes devoirs tout seul, il est probablement de service rendu, il aimerait qu'on lui aide à faire ses devoirs. Et le simple fait de s'asseoir à côté de lui, le simple fait de l'encourager, va beaucoup l'aider. Et un autre, il a besoin du toucher physique. Alors, quand les enfants sont petits, c'est facile, on les prend, on les câline, etc. Mais une fois que les enfants, ils ont l'adolescence, on ne peut plus les câliner de la même manière. Mais quand on va servir à table, etc., poser sa main sur la nuque du gars qui a besoin d'être touché, une tape dans le dos, etc., ça, c'est quelque chose qui va le rejoindre parce qu'il a besoin de se toucher là. Et l'autre, il n'est pas du tout sensible à ça, il a d'autres besoins. L'autre, ça l'énerve quand on le touche. Ouais, c'est ça. Mais vous avez 4 enfants, c'est ça? Et sur vos 4 enfants, vous avez vraiment vu 4 langages affectifs différents? Ils sont différents. Je crois que chaque enfant, et c'est ça l'un des défis, mais en même temps aussi quelque chose de génial dès le moment où on comprend ça, parce qu'on peut davantage dire, tiens, cet enfant-là, il a plus tel besoin, et tel autre a besoin d'un petit peu autre chose. Mais tant qu'on ne le sait pas, on dit non, on est égal pour tout le monde, c'est pour tout le monde le même régime. Mais ça, c'est vrai. Hein. C'est pour tout le monde le même régime, et ça part d'un très bon sentiment. Parce qu'on ne peut pas faire des différences, et puis c'est correct quand les enfants fassent pas des différences, si ce n'est par rapport à l'âge parfois. Mais quand on ne sait pas ces choses-là, bien on fait pour tout le monde le même régime, et puis pour l'un ça lui convient, puis pour l'autre ça lui convient pas. Et si on était attentif un tout petit peu, en disant tiens, moi j'ai un de mes petits-fils, c'est un câlineur de première. Il faut toujours le câliner, il faut le toucher les cheveux, il est très actif, il a aujourd'hui 9 ans, mais il aime qu'on le touche. Puis après, aujourd'hui, c'est plus l'âge des petits câlins de bébé. Il veut se bagarrer, etc. Parce qu'il veut juste un contact physique avec quelqu'un d'autre. Puis il le fait comme un mec. Une fille, probablement, le ferait différemment. Donc, c'est très important. Puis on voit cette réalité de ces langages affectifs, pas seulement dans le couple, c'est un élément important, mais aussi dans le cadre du travail. Pas juste chez les chrétiens. Les non-chrétiens ont exactement les mêmes besoins. Et dans le cadre du travail, de vos collaborateurs, de vos ouvriers, de vos patrons, etc., essayez de découvrir quel est leur langage affectif. Et si vous arrivez à les rejoindre là où est leurs besoins, c'est sûr que les choses vont se passer beaucoup plus facilement. Plutôt que de seulement s'enfermer dans son langage à soi, et puis de dire les autres, ils ont qu'à faire comme moi je fais, puis c'est moi qui ai raison, etc. Non. Et le fait d'aimer de façon égale, comme vous l'avez dit, ça part vraiment d'un bon sentiment. On a envie d'être... on se dit l'égalité, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais quand on en revient à l'amour de Dieu pour nous, Dieu manifeste son amour, c'est sûr, je dirais, il n'en aime pas un plus que l'autre, un moins que l'autre, mais il va exprimer son amour de façon différente selon les personnes, parce qu'on est différent et la manière dont Dieu me parle n'est pas non plus la manière dont toi Dieu te parle, la manière dont Dieu t'utilise, etc. Et c'est pareil pour nous tous, on a cette relation personnelle avec Dieu et qu'on apprécie parce qu'on se dit, Dieu me connaît,
Dieu connaît mes besoins, Dieu connaît mon cœur, ma personnalité. Il sait comment me parler, il sait comment me prendre pour que je comprenne. Il y a des gens, ils sont très visuels. Dieu va leur donner des images parce qu'une image, ils ont tout compris. Il y a d'autres gens, une image, ils comprennent rien du tout. J'ai vu ça, j'ai rien vu. D'autres gens, ça va être autre chose que des images. Ça va être quoi, Mathilde? Bon exemple. Mais bref, c'est que Dieu va nous parler de la manière dont on va le comprendre. Et puis, nous aussi, on doit apprendre à faire la même chose si on veut vraiment aimer les gens et si on a ce désir-là de combler le besoin affectif de quelqu'un, pas dans le sens d'une dépendance affective, mais si je veux faire plaisir à Aurélie... Vas-y, Annabelle. Tu m'encourages. Et souvent, on fait ça dans le registre des cadeaux. Je vais offrir quelque chose à Aurélie qui me plaît à moi. Parce que moi, je trouverais ça génial de l'avoir. Donc, mais t'as pas passé une seconde à ce que j'estime qu'Aurélie, elle aussi, elle va trouver ça génial d'avoir un super aspirateur. Vapeur. Moi, c'est plutôt le bijou, là. Je pense qu'Annabelle, si on va faire tout son ménage à la maison, là, vraiment, on va se sentir très aimée. Ça peut être un langage d'amour, le ménage. Ouais. Le ménage et la nourriture. Non, mais c'est vraiment, c'est un service rendu pour toi, Annabelle. Mais j'ai beaucoup aimé le point que vous avez soulevé par rapport on a beaucoup parlé du couple cette semaine, mais cette parenthèse de savoir vraiment rejoindre notre enfant avec son langage d'amour, je pense que comme vous dites, on peut tellement facilement passer à côté en disant « j'ai tous élevé mes enfants de la même manière ». Je ne sais pas pourquoi un est mal tourné et l'autre, pourquoi l'autre a réussi. Et vraiment, je pense que c'est ça parce qu'il y en a qui se sont sentis aimés parmi nos enfants et il y en a un autre qui va sentir que ses parents, ils l'ont complètement juste pas compris toute sa vie. Et c'est parce qu'on se sera juste pas arrêté. Mais là, on fait des émissions comme ça justement pour rendre les gens conscient de ces choses-là. Et je trouve vraiment, oui, il faut prendre le temps de s'arrêter, analyser les 5 langages d'amour et dire, OK, mon mari, mon épouse parlent ce langage-là, mais maintenant, mes enfants ou mes parents, mes frères, mes sœurs, les gens autour de moi, oui, c'est ça. Pourquoi offrir un cadeau à quelqu'un qui va nous faire plaisir à nous? C'est un détail, mais vraiment, si on comprend que notre vie, c'est vraiment comme pour être dans la volonté de Dieu, plaire à Dieu, mais je pense que Dieu va nous montrer une façon qui lui plaît, comment vraiment élever nos enfants, comment avoir un couple heureux par... Mais toi, tes 2 filles, tu vois, elles ont vraiment 2 personnalités différentes en plus. Oui, et c'est vrai que si tu transposais ta relation, que tu avais une telle qu'elle avec l'autre, ça fonctionnerait pas. Exactement, c'est ça. Il y a des manières de fonctionner que je peux faire avec une, que je sais qui fonctionne pas du tout avec l'autre. Et des fois, il faut que je dise à Joël, là, tu peux pas faire ça avec elle parce que elle comprendra rien, mais non, mais c'est vrai, il faut vraiment en être conscient et puis avant qu'il soit trop tard. Ça prend de l'observation aussi. Vraiment. Ça prend vraiment... La sensibilité. Oui, la sensibilité est vraiment sortie de nous juste tel qu'on est pour s'intéresser à l'autre. Et c'est ça que moi, je trouve vraiment super intéressant là-dedans. Et toi, c'est quoi ton langage? Là, comme ça, je sais pas. Enfin, vous l'avez dit, hein, on peut avoir plusieurs. Moi, je pense que j'ai plusieurs. J'en ai 5. Mais moi, c'est ce que je pensais, parce que quand j'avais lu le livre, ça fait quelques années, mais moi, je me disais que, en fait, chacun a un peu de tout, sauf qu'il y a peut-être 1 ou 2 qui vont dominants, émerger vraiment... Et on saura que ça, c'est... Les choses apparaissent des fois dans le courant de la vie, davantage. On dit, c'est ça qui me rejoint. Au départ, on dit, c'est un peu égal. Mais tout à coup, c'est dans la marche que tout à coup, on se dit, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui me remplit. Et moi, j'aimerais dire à nos téléspectateurs, téléspectatrices, j'aimerais vous encourager pour vous-même, où est ce niveau de remplissage de l'affectif entre 1 et 10? Ça n'a pas besoin d'être 0 ou 10. Mais où est le niveau de remplissage? Ça, c'est une bonne question à se poser. Puis ensuite, d'essayer de trouver en disant quelles sont les choses qui me remplissent. Quelles sont les choses que j'aime faire? Quelles sont les choses que j'aime quand on fait ensemble ou que je vis ensemble? Parce que d'après le niveau de remplissage de l'affectif, il sera plus facile de remplir les autres. Quand soi-même, on a le réservoir affectif qui est vide, parce que personne ne nous l'a rempli,
c'est très difficile d'encourager les autres. Je crois qu'un réservoir affectif qui est plein, ça amène de la paix, ça amène de la joie, ça amène de la sécurité. Il y a un épanouissement qui est là quand le réservoir affectif est plein. Quand nos réservoirs sont vides, on devient amer, on devient irritable, etc. Et je crois que pour remplir les autres, c'est le mieux, c'est de chercher à être rempli. Maintenant, parfois, il y a des choses compliquées, parce que parfois, il n'y a personne qui remplit notre réservoir affectif. Donc, on va chercher à le remplir là où on devrait normalement... Celui qui normalement ne devrait pas être la source pour remplir notre réservoir affectif. Je pense que dans le couple, c'est les conjoints qui devraient chercher à se remplir le réservoir affectif. Exactement. Alors, bien sûr, quand on a des collègues de travail, de bureau qui nous font du bien, qui justement nous font de l'éloge ou qui nous rendent service, etc., qui remplissent aussi nos réservoirs affectifs. Maintenant, une des difficultés, en particulier là où les couples, parfois il y a eu rupture, il y a eu divorce, etc., c'est que la maman, elle va habituellement chercher à remplir son réservoir affectif avec ses enfants. Mais c'est pas le rôle des enfants. Alors, qu'il y ait une affection, qu'il y ait une amitié ensemble, c'est correct, mais ce serait normalement pas le rôle des enfants de devoir remplir le réservoir affectif d'une maman. Ça devrait être normalement le conjoint qui fait cela. Mais c'est sûr que si on n'a pas, on va chercher des moyens de substitution. C'est normal. Exactement. C'est une réaction normale. Mais j'aimerais encourager, et puis encourager pas seulement dire, OK, c'est juste pour le couple, c'est juste pour les enfants, c'est pour la vie de société dans laquelle nous sommes. Autour de nous, il y a des gens qui ont des besoins, et si on arrive à découvrir, et c'est assez facile de découvrir en disant, ah tiens, lui, c'est ça qui le rejoint. Lui, quand on fait telle chose, ça, waouh! Ou votre patron, ou vos collègues, ou vos ouvriers, si vous êtes patron, de dire, il est où son besoin affectif. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours obligé de toucher les gens dans le sens du poil et puis de leur faire juste des gens très, très gentils. Mais si le réservoir est plein, on peut faire plein de choses avec les gens. Quand les gens sont frustrés, quand les gens sont pas épanouis, quand les gens sont déçus parce qu'ils sont pas rejoints dans leurs besoins, ils deviennent amers, ils deviennent mécontents, ils rouspètent, etc. Donc je crois que c'est un élément très important dans tous les niveaux de la société. Et c'est pas juste une affaire seulement entre l'homme et la femme, parce que puis les jeunes, ben on se remplit quand même en se frottant dans la société, en étant avec d'autres, et puis en vivant les choses d'une façon normale et harmonieuse. Sans forcément toujours en train de dire moi j'ai besoin, moi j'ai besoin, moi j'ai besoin. On peut pas toujours faire la censure, hein. On est obligé aussi de dire. Mais et puis il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Exactement, exactement. Je vais pas vous poser une question piège, mais il y a des. Je vais le faire. Mais il y a des personnes monoparentales, des femmes qui ont pas de mari, qui nous écoutent. De quelle manière peut-être auriez-vous un conseil pour les célibataires aussi? Oui, les célibataires. Oui, merci, Rémi. De quelle manière ces personnes-là pourraient-elles remplir leur réservoir Mais je crois que si on ne devrait pas trop être orienté pour dire je veux remplir mon réservoir. Mais je crois qu'on devrait, c'est ce qu'Annabelle a dit tout à l'heure est très juste, dans le sens de dire il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et dire à qui c'est que je peux remplir le réservoir avec lui. Parce que je crois que c'est aussi en le faisant pour quelqu'un d'autre que souvent le nôtre est rempli. Quand tu as réussi à rendre quelqu'un heureux, alors c'est sûr que quand on n'est pas marié ou que si on est divorcé, ben, il y a des copains, il y a des copines, il y a des relations humaines où on peut trouver des gens qui nous rejoignent. Et habituellement, dans le côté amitié qu'on développe dans la société, aussi dans l'Église, on cherche quand même des gens qui nous correspondent et qui vont justement, consciemment ou inconsciemment, on va chercher des gens à quelque part qui remplissent notre réservoir affectif. Exactement. On va pas se mettre avec des gens qui percent. Qui nous font mal tout le temps, et puis qui nous font quelque chose qui nous déplaît. On cherche des gens qui remplissent consciemment ou inconsciemment. Et je pense que plus souvent inconsciemment, on se dit, ah, j'aime bien être avec cette personne, parce que peut-être que je suis avec cette personne, je me sens bien, et puis elle me fait du bien, parce qu'elle me remplit, parce qu'elle rejoint des domaines où j'ai besoin d'être renouvelé, où j'ai besoin d'être nourri. Et je ne parle pas de la nourriture Aurélie. Mais c'est vrai, on lit aussi dans les proverbes que c'est l'âme généreuse qui sera comblée, que celui qui arrose sera arrosé. Et ça, c'est un vrai principe, c'est une réalité, que lorsqu'on va chercher justement à donner, bah nous-mêmes, en fait, on va recevoir et on va être comblés dans nos besoins. Et puis, je pense justement des célibataires ou des mères monoparentales qui se décentrent de ce besoin. Moi, j'ai personne pour remplir mon réservoir, et qui se disent, bah, moi, je vais être cette âme généreuse et puis je crois que Dieu va me combler.
Dieu va amener, je crois que Dieu va amener des personnes aussi qui vont justement pouvoir répondre à ces besoins. Mais si on reste centré sur nous-mêmes et dans cette attitude, mon réservoir est vide, bah, comme vous l'avez dit, on devient des personnes amères. On est comme une voiture. Hein. Quand il n'y a plus de voiture, ça commence à brouter. Et à un moment donné, ça s'arrête. Donc on se dit, OK, bah, je vais donner et je crois qu'en donnant, ben, je vais moi-même recevoir. Ça va me faire un bien fou de donner. Et puis, on va voir que oui, celui qui arrose va être lui-même arrosé. Et je voulais revenir sur un point rapidement. Vous avez parlé du réservoir vide aussi, mais qu'on avait en tant qu'homme et femme ce désir justement que ce réservoir soit rempli. Et si c'est pas par la bonne personne qu'elle est remplie, on risque d'aller chercher ailleurs. Et dans une autre émission, vous avez parlé de ces hommes notamment, mais ça peut être aussi des femmes, hein, vraiment, qui vont peut-être prendre plus de plaisir à aller au travail, qui vont s'ouvrir au travail ou à l'extérieur. Et puis bah, d'être sensible à ça, parce que lorsqu'un mari ou une femme commence à dire « Ah bah c'est moi mon travail, on me reconnaît pour ça. Ah bah tiens, mon travail, on a remarqué que j'avais changé de coupe de cheveux, quelque chose comme ça. » Bah ça, c'est aussi des remarques qui ne devraient pas tomber dans l'oreille d'un sourd. C'est « Je ne l'ai pas remarqué, j'aurais dû le remarquer, ça l'a affecté. » Et elle a été chercher un compliment ailleurs et c'est ça qui a rempli son réservoir aujourd'hui. Et pour un mari, c'est pareil. Il y a tellement d'hommes, on entend des histoires, ils sont des moins que rien dans leur maison. Ils passent le seuil de leur maison, c'est des héros pour toute la population féminine. Et ils se disent, bah, pourquoi chez moi je suis un nul? Pourquoi à l'extérieur je suis génial? Vous savez, il y a un examen qui a été fait, et ça démontre juste le fait de chercher à rejoindre l'autre au premier lieu, nous rejoint nous-mêmes. Ils ont fait, je ne sais plus avec combien de personnes, mais avec un panel de personnes assez large, ils leur ont donné 100 € chacun, ou dollars, peu importe. Et la moitié des personnes devaient s'acheter quelque chose pour se faire plaisir à elles-mêmes, et l'autre moitié devait acheter quelque chose pour offrir à quelqu'un d'autre. Et le résultat de cette expérience, c'était finalement que ceux qui ont fait quelque chose pour offrir à quelqu'un d'autre étaient finalement beaucoup plus satisfaits et heureux que ceux qui ont juste acheté quelque chose pour eux-mêmes. Donc je crois que ce principe que la parole de Dieu nous enseigne, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et j'aimerais vous encourager de nouveau là, si on veut être dans l'équilibre, si c'est moi, mais de dire comment je peux remplir davantage le réservoir affectif de mon fils, de ma fille. Surtout dans les périodes où parfois on perd un peu le contact avec eux, etc. Exactement. Et puis dire comment est-ce que je peux l'encourager? Plutôt que de lui faire des reproches, et puis sans arrêt encore des reproches, de dire comment est-ce que je peux trouver un chemin d'encouragement, comment je peux lui faire comprendre qu'il est apprécié, qu'il est aimé, etc. Et là, il faut chercher quel est son besoin profond. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont dans la situation que tu décrivais, dans le sens de dire, moi je ne sais pas vraiment quel est mon réservoir affectif, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que on ne le sait peut-être pas parce qu'on n'y a jamais vraiment réfléchi, on ne s'est pas arrêté, mais inconsciemment, on le sait. Parce qu'inconsciemment, on va chercher là où on trouve ce dont on a besoin. Eh bien, merci beaucoup, Pasteur Werner. On va continuer demain en parlant de comment entrer dans notre destinée, justement, en apprenant à allier, encore une fois, le naturel et le spirituel, en développant une bonne attitude, aussi un bon caractère. Donc, on vous dit merci et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Merci. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.